Alors désormais, on va s'intéresser au chapitre 2 du titre 2, le Conseil de l'Europe, simple organisation de coopération. Ce chapitre 2 s'intitule Une organisation entre coopération et intégration. Alors, il convient de dire que le Conseil de l'Europe est une organisation de coopération car on garde la souveraineté entre les États. Cependant, c'est également une organisation supranationale qui limite la souveraineté des États membres. Et en plus de cela, on dit que c'est une organisation d'intégration, c'est le synonyme d'une organisation supranationale. Le Conseil de l'Europe se trouve entre l'organisation de coopération classique et l'organisation supranationale, notamment par le biais de la CEDH. La section 1, le fonctionnement du Conseil de l'Europe, une simple organisation de coopération. Alors, tout d'abord, l'article 10 du Conseil de l'Europe stipule que les organes du Conseil de l'Europe sont de 1, le comité des ministres, de 2, l'assemblée consultative, le parlementaire, et ces deux organes sont assistés par le secrétariat du Conseil de l'Europe. En réalité, il y a une plus grande diversité d'organes du Conseil de l'Europe qui n'apparaissent pas dans le statut. Petit paragraphe 1, le comité des ministres. Le comité des ministres est un organe central du Conseil de l'Europe. La composition du Conseil des ministres est fixée à l'article 14 du statut. Chaque membre a un représentant au comité des ministres et chaque représentant dispose d'une voix. Le représentant au comité des ministres des Affaires étrangères. Lorsqu'un ministre des Affaires étrangères n'est pas en mesure de siéger ou si d'autres circonstances le recommandent, un suppléant peut être désigné pour agir à sa place. Celui-ci sera, dans toute la mesure du possible, un membre du gouvernement de son pays. À réunion. Petit 1, au niveau ministériel. Par principe, le comité des ministres est composé de ministres des États membres et occasionnellement des représentants. Actuellement, Catherine Colonna occupe ce poste. C'est la ministre des Affaires étrangères française. Le comité crée les actes du Conseil et prend les décisions essentielles pour donner une impulsion au Conseil des ministres. La fonction de présent a été consacrée afin d'assurer la cohérence des travaux du comité des ministres. La règle simple pour assurer l'égalité entre les États est le fait que la présidence est assurée par chaque État membre pour 6 mois. L'ordre de la présidence se fait par ordre alphabétique anglais. On va pas s'intéresser sur le fait que sur la pertinence de cette précision anglais. Bref. Aujourd'hui, c'est-à-dire le 4 décembre 2023, enfin ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est à l'époque du cours, c'est la Lettonie qui préside le comité des ministres. Mais dans la pratique, il y a des discussions entre le président actuel et son prédécesseur, et entre le président actuel et le futur président, et entre un et un demi. Entendre sur un an ou euh, une demi-année. Bref. Le comité des ministres se réunit un an et ce n'est pas soumis à un calendrier particulier. Petit 2, au niveau des délégués. On observe une réunion du comité des ministres, que les réunions des comités des ministres peuvent avoir lieu, mais de manière précise, parce que le comité des ministres, au niveau des délégués, a exactement les mêmes pouvoirs que les ministres réunis au niveau des ministres. Mais si un ou plusieurs délégués pensent que la question est trop sensible, elle sera alors envoyée au niveau des ministres. Soit on attend leur réunion, sinon, si c'est trop urgent, on les réunit d'urgence plus tôt. Alors, le délégué et les ministres sont associés dans leur travail par les groupes subsidiaires qui représentent des groupes d'experts qui se verront assigner une thématique précise et devront préparer le travail du comité des ministres sur les questions en lien avec leur spécialité. À l'échelle du Conseil de l'Europe, on demande à ces groupes de préparer des projets de décision. Le Conseil des ministres ne fera alors que de se prononcer sur les décisions éventuellement amendées. Il existe 7 groupes subsidiaires: l'éducation, la culture, la jeunesse, l'environnement. Ce ne sont pas les thématiques principales. On a également la démocratie, les relations extérieures, les droits de l'homme, la coopération juridique, ou encore les questions de santé et sociales. Ou encore, pour finir, le programme, budget et administration. Petit b, compétences. Le comité des ministres a des compétences réelles, mais largement encadrées, surveillées par les États membres. Petit a, l'adoption de l'accord international. A, compétences. Le comité des ministres a une instance dans laquelle on peut rédiger des accords internationaux qui seront ensuite ouverts à la ratification des États membres, voire à celle des États tiers. Il y a plus de 200 ans, 200 accords internationaux qui ont été négociés au sein d'un conseil des ministres. Ceux-ci, une fois qu'ils ont été arrêtés, décidés, n'entrent pas nécessairement en vigueur immédiatement.
Alors, ils sont d'abord ouverts à la signature puis à la ratification de ces accords par un membre. Le Conseil des ministres discute, négocie, mais ne peut pas ratifier les accords. Ces accords peuvent prendre plusieurs formes, traités, chartes ou encore accords quelconques. Il faut autant relativiser la compétence donnée au comité des ministres, un encadrement des limites. Ces accords, comme tout accord international, peuvent faire l'objet de réserves et certains peuvent être à la carte. Réserve. La réserve est un mécanisme qui permet de relativiser l'accord, qui permet à un État qui a ratifié un accord, puisque ça permet à un État qui a ratifié un accord, d'émettre une réserve, d'indiquer qu'il ne s'estime pas lié par tel ou tel article, telle ou telle disposition. C'est ça la réserve, hein. Et ça permet à l'État de moduler l'intensité de leur engagement, mais il limite au droit de réserve. Puisqu'il faut bien limiter ce droit de réserve qui est très puissant, on ne peut pas porter atteinte à l'objet et au but du traité ratifié. C'est à la carte. Parmi les accords internationaux, il y en a certains qui sont dits à la carte. Le mot à la carte, dans ce contexte-là, signifie autre chose. C'est un mécanisme de réserve poussé encore plus loin. C'est un État pourra ratifier un accord et indiquera quels articles de l'accord il compte respecter. Ça, c'est encore plus loin que la réserve. La différence, c'est que la réserve, par principe, les États sont liés à tous les articles et émettent des exceptions. Alors qu'à la carte, c'est par principe, les États ne sont liés à aucun et choisissent auquel ils sont liés. C'est le cas de la Charte sociale européenne, hormis certains articles particuliers. Par exemple, en France, on a accepté tous les articles, mais l'Azerbaïdjan a refusé les articles sur le droit de la sécurité sociale, ou encore sur le droit à la sécurité professionnelle, etc. Plus la question d'entrer en vigueur. Un très grand nombre des accords négociés ne sont pas encore en vigueur, car généralement, pour qu'un acte international entre en vigueur, il faut un nombre précis de ratifications. L'adoption des recommandations, la recommandation qui ne sont pas contraignantes, soft law, euh, par exemple, la recommandation ils ne sont pas contraignants, hein. Par exemple, en 2006, sur les règles pénitentiaires européennes, il y a eu une recommandation. Elle a été négociée dans le cadre du comité des ministres et n'est pas contraignante, mais est utilisée par des juridictions, notamment la Cour EDH, dans le cadre des litiges qui portent sur le fait de savoir si le détenu subit des conditions de détention contraires au respect des droits de l'homme et au respect de la vie privée, au respect de l'intimité, etc. Ils s'en servent dans la recommandation qui fixe les conditions des détentions minimales, en dessous de quoi on en est au-dessous du respect des droits de l'homme. Les juges comparant les conditions de vie actuelles du détenu et à la recommandation. L'adoption des résolutions qui sont différentes des recommandations. Par principe, une résolution n'est pas un acte contraignant, comme les recommandations. Euh, le Premier ministre prendra des déclarations, prises de position, et le comité des ministres doit, par exemple, le comité des ministres doit apprécier le respect des arrêts pris par la CEDH, par les États membres du Conseil de l'Europe. Il prendra en place par le biais d'une résolution. Ce ne sont pas les résolutions qui vont résoudre le problème s'il s'avère que l'État n'a pas respecté l'arrêt. Exception, il existe des résolutions contraignantes, des résolutions qui ont trait au fonctionnement interne du Conseil de l'Europe. Par exemple, la résolution de 1951 permet à l'Assemblée parlementaire qui se prononce au nom de l'adhésion d'un nouveau membre du Conseil de l'Europe. On a également l'adoption de déclarations. Les États prononcent leur position, mais ce n'est pas contraignant. La déclaration solennelle, la déclaration sur la protection du droit de vie privée des enfants dans l'environnement numérique d'avril 2021, la déclaration par le comité des ministres à l'occasion du 60e anniversaire de la Charte sociale européenne. C'est le comité des ministres qui apprécie s'il s'agit d'une résolution, d'une déclaration, etc. On a également des votes. Les modalités de vote doivent être choisies avec loin. Si la simple majorité suffit, cela permet une prise de décision plus facile, mais cela donne un plus grand pouvoir à l'organisation et donc à l'État, et donc les États perdent leur souveraineté. Par principe, on s'intéresse à l'unanimité. Chaque État membre possède un droit de veto. Il suffit qu'il y ait une seule personne qui ne soit pas d'accord avec une chose pour que cela ne se passe pas. Les modalités précises sont décrites à l'article 20. Il y a 3 modalités de vote possibles. Le vote à l'unanimité, prévu pour l'adoption des actes qui répondent aux questions importantes. Le vote à la majorité de 2 tiers, qui s'impose sur certaines questions, notamment lorsque le Conseil de l'Europe se prononce sur son budget, son règlement intérieur, son accord sur l'adhésion de nouveaux États membres, donc pas que sur la coopération intergouvernementale, et le vote à la majorité simple, que pour quelques questions de pure procédure interne. Dans la pratique du Conseil de l'Europe, du comité des ministres, des membres du comité des ministres recherchent toujours le consensus. Dans les faits, il n'y a jamais eu d'adhésion de nouveaux États membres
de nouveaux États membres, que si des États membres sont d'accord. Cela implique donc des blocages longs. Il a donc été décidé de créer un mécanisme inédit de les accords partiels. C'est l'existence admise, son existence a été admise en 1951 et n'admettent qu'une partie des États membres du Conseil de l'Europe. Ils sont utilisés lorsqu'une partie veut aller plus loin, mais qu'il n'y a pas de consensus qui met en accord l'ensemble des États membres. Alors pour éviter ce blocage, on crée une action, un programme qui s'applique qu'à une partie des États membres. C'est fou, quoi. Jusqu'en 1933, pour recourir aux accords partiels, il fallait que tous les États soient d'accord pour cela. Aujourd'hui, il n'est plus nécessaire que tous les États soient d'accord, soit l'utilisation d'accords partiels, mais seulement 2 tiers. Accord partiel, mobilité des jeunes, pharmacopée, observatoire de l'audiovisuel européen, centre européen pour les langues vivantes. Cela a fait l'objet de nombreuses critiques, crainte que ces accords créent un démantèlement de la coopération au sein du Conseil de l'Europe. Les accords partiels sont un mécanisme de différenciation. euh, C'est-à-dire une situation dans laquelle on crée une différence entre les différents États membres d'une organisation et les États ne sont pas sur le même pied d'égalité. Il y a une peur du début pour chacun de soi. Et donc le début de chacun de soi dans le Conseil de l'Europe, c'est un petit peu rigolo, quoi, parce que le Conseil de l'Europe, on parle quand même de coopération et d'intégration, quoi. Il ne faudrait pas tomber dans ça. Alors attention, attention, euh, à un tel mécanisme d'accord partiel. Mais néanmoins, on a quand même des accords pour. Comme la différenciation est un mal pour un bien, un mal qui est nécessaire, il s'agirait d'un seul outil qui permettrait de dépasser les blocages. Donc, ça rentre dans les débats politiques, plus politiques que juridiques. Alors, on continue notre petite réflexion très sympathique en s'intéressant à l'Assemblée parlementaire, ou encore l'APCE, ou encore la PACE en anglais. Avant 1974, cette assemblée s'appelait l'Assemblée consultative. Elle est composée de manière assez particulière. L'Assemblée parlementaire est composée des États membres du Conseil de l'Europe. Les membres du Parlement du Conseil sont désignés par les parlements nationaux de chaque État membre. La PCE ou encore la PACE en anglais n'a donc pas pour but de représenter les États membres eux-mêmes, car il est composé par des personnes représentant les citoyens des États membres. L'Assemblée parlementaire assure qu'une représentation indirecte des États membres du Conseil de l'Europe. Cette représentation indirecte permet aux citoyens de ne pas choisir directement les représentations en tant que membres de l'Assemblée parlementaire. Ils élisent leurs représentants euh, nationaux, officiellement composé de 306 parlementaires, 306 suppléants, et le poste de départ est en Russie. Poste départ de Russie, pardon, pas poste de départ. Poste départ de Russie. Sachant que 1 peut avoir entre 2 et 18 représentants, la représentation se fait en fonction de la démographie. Les petits États ont 2 représentants, par exemple Monaco a que 2 représentants, tandis que les gros États ont 18 représentants. Par exemple, l'Allemagne ou encore la France a 18 représentants. Parmi ces parlementaires, un sera élu en tant que président de l'APCE. Cette présidence est actuellement assurée par le néerlandais Tiny Cox. Il assure la représentation de l'Assemblée parlementaire et de faire respecter les règles et l'éthique de l'Assemblée parlementaire. En termes de compétences, l'APCE n'a qu'un rôle consultatif. Elle ne peut pas prendre des décisions par elle-même. Le Conseil de l'Europe est donc bien une organisation de coopération, car le pouvoir de décision revient aux États membres car l'APCE n'est que consultatif. Elle émet des avis formulés par la majorité des 2 tiers. Par exemple, avis émis lorsqu'un État veut adhérer au Conseil de l'Europe. Mais dans les faits, ces avis peuvent être suivis, ce qui est le cas dans les situations d'adhésion de nouveaux membres. L'Assemblée parlementaire peut aussi formuler des recommandations adressées au comité des ministres. Recommandations sont arrêtées à la majorité des 2 tiers. Le comité des ministres reste libre de les suivre. Par exemple, en avril 2023, les recommandations sur les déportations, transferts des forces civiles ou encore enfants ukrainiens. L'Assemblée parlementaire est donc enceinte de discussion et non de décision. C'est fonctionnement. L'Assemblée parlementaire se réunit au cours d'une session ordinaire. Celle-ci est divisée entre 4 parties d'une semaine. 4 semaines réparties sur l'année. Fin janvier, fin avril, fin juin, octobre. En dehors de ces sessions, l'Assemblée parlementaire peut être rassemblée en session extraordinaire. Peut être rassemblée par le PCDT,
de l'Assemblée parlementaire, certainement le président, hein, je pense, oui, c'est ça, ou encore le président du comité des ministres, ou de la seule initiative de l'un ou de l'autre. L'Assemblée parlementaire est aidée par des commissions qui préparent ses travaux. À l'heure actuelle, il y a 9 commissions parlementaires, notamment la commission de suivi, commission qui est au sein de l'APCE et chargée de vérifier que le critère politique est respecté par les États membres, comme on l'a vu précédemment. Les commissions des Q, certainement des questions politiques et pas des Q, bref, la commission des questions politiques et de la démocratie. Oh, dure journée, hein. Bref, la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées. Oui, je vais juste vérifier que la vidéo continue. Et l'ordre du jour de chaque session est arrêté par le bureau de l'Assemblée parlementaire. Le bureau est composé de présidents de l'Assemblée, de 20 vice-présidents, de présidents de groupes politiques ou encore de présidents des 9 commissions parlementaires. L'Assemblée parlementaire est dotée d'un comité mixte car composé par la moitié de représentants de l'AEPC et par la moitié de représentants des comités des ministres. Leur rôle est d'assurer la conférence des travaux entre les deux instances. Le secrétaire général a pour mission d'assurer le bon fonctionnement des organes du Conseil de l'Europe. Actuellement, depuis 2019, c'est Marja Pejvić-Burić qui est croate. Waouh, c'est très surprenant vu ce nom. Le secrétariat est composé de 2400 personnes. Le secrétaire général a différentes compétences pour assurer le bon fonctionnement du Conseil de l'Europe. C'est elle qui fixe à l'ordre du jour du comité des ministres. Elle peut y exister, elle peut prendre la parole, mais ne peut pas voter. A accès à l'Assemblée parlementaire et peut y prendre parole. Le secrétariat dans son ensemble est doté d'un pouvoir d'enquête, l'article 52 de la CEDH. Le secrétariat peut être saisi si on estime que la violation de la CEDH, si on estime la violation de la CEDH. Mais c'est très rare. Mais c'est possible. C'est pas le cœur du métier du secrétariat. Ça ne crée pas de vide car il existe d'autres modalités d'enquête. Par exemple, à l'encontre de la Russie. Alors, on va avancer un petit peu. Alors, les réunions informelles. Il y a deux types de réunions informelles qui se sont créées dans la pratique. Les sommets. Les sommets, ce sont les réunions des chefs d'État et ou de gouvernement, non plutôt ou de gouvernement, des États du Conseil de l'Europe au plus haut niveau diplomatique. Il y en a quatre. Le sommet de Vienne en 1933. Il y en a eu quatre, pardon. Qui a identifié trois objectifs du Conseil de l'Europe, le sommet de Strasbourg en 1997, le sommet de Varsovie en 2005, ou encore le sommet d'Islande en mai 2023, qui a abordé la question de la guerre en Ukraine, avec l'exclusion de la Russie pour réparer les dommages causés à l'Ukraine, création de fonds pour aider à la reconstruction de l'Ukraine. Ça, c'était le sommet d'Islande en mai 2023. On a également les conférences des ministres spécialisées. Les conférences des ministres spécialisées sont celles qui sont réservées à tel ou tel ministre. Par exemple, porte sur la justice, sport, environnement, réunit des ministres que tout cela concerne. Se sont développées dans la pratique à partir des années 60 car on s'est rendu compte que dans les réunions des ministres des Affaires étrangères n'est pas suffisante, que la réunion des ministres des Affaires étrangères n'est pas suffisante et qu'on avait parfois besoin d'autres ministres. Les conférences qui ont lieu tous les 2 ans. Le but est d'identifier les points importants à traiter dans chaque ministère et de les soumettre au comité des ministres. Alors, pardon pour le bâillement. Paragraphe 5, les instances indépendantes ont émergé en fonction des besoins. On peut également y retrouver la Cour EDH, le commissaire aux droits de l'homme. Le commissaire aux droits de l'homme a été créé par une résolution du comité des ministres de 1999. C'est d'ailleurs l'année où Hunter est sorti. Hors sujet, pardon. Il est élu par les parlementaires du Conseil de l'Europe pour un mandat de 6 ans non renouvelable à partir d'une liste de 3 noms arrêtée par le Conseil des ministres. Et d'ailleurs, c'est pas Hunter x Hunter qui est sorti dans cette période, c'est... c'est Hunter x Hunter, pardon. Oui, c'est l'animé qui est sorti. Bref, hors sujet. Bon, c'est pas très amusant, je me suis un petit peu perdu. Je vais relire un peu, hein. Il me semble que j'ai fini le paragraphe que j'ai lu sur le commissaire aux droits de l'homme. Le commissaire qui bénéficie d'un statut protecteur car il ne doit pas être soumis aux professions de tel ou tel État. Exemple de mesure, 6 ans non renouvelables. On ne veut pas que la personne ferme les yeux sur certains aspects afin d'être réélue. Mission, indépendance garantie par son statut. La commissaire doit éduquer et sensibiliser au respect des droits fondamentaux.
Identifier les défaillances des États membres du Conseil de l'Europe sur ces questions, proposer des solutions par le biais des rapports et des recommandations, et c'est bien pour l'instant. Pour atteindre ces objectifs, elle doit faire des visites sur les lieux. Sur les lieux, les États ont l'obligation de coopérer avec elle, et elle n'a pas de pouvoir de coercition propre. Droit souple car les éléments soulevés doivent être repris par les comités des ministres sur les actes contraignants ou par la Cour EDH pour justifier son argumentation. Bon, là, on va aller un petit peu plus vite, on va peut-être aller à l'essentiel. La Commission de Venise a été créée par le biais d'accords partiels. Il s'agit de la Commission pour la démocratie pour le droit. Elle est composée de 61 États membres. Et la Commission possède trois domaines d'expertise. Dans un premier temps, l'étude sur les institutions démocratiques et les droits fondamentaux, la justice constitutionnelle et ordinaire, ou encore les questions relatives aux élections, aux référendums et aux partis politiques. Elle est aujourd'hui véritablement reconnue comme de telle sorte, puisqu'elle n'a pas de pouvoir de contrainte. Elle est une instance qui peut faire des enquêtes, qui peut visiter les lieux, et suite à ça, elle pourra rédiger des recommandations ou des rapports. Et donc, elle n'a pas réellement de pouvoir de contrainte. Et par exemple, le Conseil supérieur de la magistrature française s'est prononcé sur la prise de décision, sur la sanction, etc. Tant que le Conseil de l'Europe, que l'UE, sont marqués par une crise de l'état de droit. Or, à l'heure actuelle, en Europe, certains États se placent en marge de l'état de droit. Et voilà. Et certains États se placent en marge de l'état de droit, comme je viens de le dire. Alors, il s'agit donc d'une remise en cause systématique de l'état de droit. C'est dans ce contexte que la Commission de Venise s'est prononcée à plusieurs reprises sur l'état de droit et a rendu de très nombreux rapports utilisés dans la pratique. Ils peuvent être repris par l'AEPC, par le Comité des ministres, et ont pu être cités pour enrichir l'argumentation par la CEDH et par l'UE. Pas très passionnant, mais on peut encore faire les... Bref. Les objectifs et les réalisations du Conseil de l'Europe, une portée intégrative et indéniable. Par les effets produits par le Conseil de l'Europe, on rejoint une organisation supranationale, c'est-à-dire d'intégration. Objectif du Conseil de l'Europe, là c'est un peu plus intéressant. Section 2, les objectifs et réalisations du Conseil de l'Europe, une portée intégrative indéniable. Alors, à la lecture du statut. Acte constitutif du Conseil de l'Europe. Ici, on parle du traité de Londres, qui est cet acte constitutif. On est dans une forme d'entre-deux. On a des objectifs très ambitieux, voilà, qui dépassent les objectifs qu'on peut assigner à une simple organisation de coopération intergouvernementale. Et on a aussi des objectifs extrêmement flous. Les États membres se laissent une grosse marge de manœuvre. Dans le préambule du statut, on a, dans le paragraphe 2, persuadé que la consolidation de la paix fondée sur la justice et la coopération internationale est l'un des intérêts vitaux pour la préservation de la société humaine et de la civilisation. Dans le paragraphe 3, on a inébranlablement attaché aux valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun de leur peuple, lesquels se fondent toute démocratie véritable. Idée que le Conseil constitutionnel le Conseil de l'Europe, va œuvrer en faveur de tous ces principes sur lesquels se fondent les États démocratiques. L'objet du Conseil de l'Europe est de pacifier le continent européen. On a également pour objet de réaliser une union plus étroite entre ces États membres, notamment avec l'article 1, alinéa A. Le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite avec ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de mieux favoriser leur progrès économique et social. Et enfin, l'idée de sauvegarder, de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun avec l'article 1 alinéa B ou encore avec l'article 1 alinéa D, qu'on ne va pas lire ici parce que c'est bon, ça nous casse un peu la tête. Pardon. Dans la pratique est venue définir les objectifs du CDE. C'est bien cela, oui. 1. Assurer les droits de l'homme, important, car on crée la CEDH, qui est la création principale du CDE, qui est du CDE, c'est-à-dire du Conseil de l'Europe, celle qui produit plus d'effets dans le système juridique que des États membres. Défense de la démocratie, 2. Ok, c'est intéressant. 3. Défense de l'état de droit, ok.
Je vais pas aller dans les détails parce que c'est un petit peu long. Mais on va peut-être définir un peu ce que c'est l'état de droit. L'état de droit, dimension formelle, état qui se soumet au droit sous le contrôle des juridictions indépendantes et impartiales. Mais dans ce cas, le Troisième Reich, par exemple, est un état de droit. Donc on ajoute une dimension matérielle à la dimension formelle. État de droit est une dimension formelle plus matérielle, est un état qui se soumet à un état de droit, à un droit respectueux des droits de l'homme. Monté en puissance dans les années 80, surtout lors de l'adhésion des États de l'Europe de l'Est, car très éloignés juridiquement et socialement, historiquement, ne connaissent pas l'état de droit et ne sont pas très construits autour de ce concept. Et il y a une stagnation plus tard. Par la suite, on va considérer que tous les États membres respectent ce principe d'état de droit, mais actuellement, le retour sur le devant de la scène du concept d'état de droit. Euh, Conclusion, ces objectifs sont a priori tellement ambitieux qu'ils semblent appeler de façon intrinsèque une approche qui dépasse celle de l'organisation de coopération pour aller vers une logique d'intégration, c'est-à-dire limiter la souveraineté des États pour atteindre ces objectifs. Le Conseil de l'Europe a progressivement évolué car les États ont voulu, dans un sens, lui permettre d'atteindre dans une certaine mesure, les objectifs qui lui ont été confiés vers la logique d'intégration et d'organisation supranationale, par le biais de la CEDH. Paragraphe 2. La réalisation principale du Conseil de l'Europe, la CEDH. L'élaboration de la CEDH. Sa création est une réponse à la Seconde Guerre mondiale. Ouh, on est 4 sur la vidéo. Pardon. Sa création est une réponse à la Seconde Guerre mondiale. On a un mouvement international de protection des droits de l'homme. On ne peut pas laisser les États agir dans leur coin. Il y a donc une nécessité de lier politiquement les États sur la scène internationale. On a une avancée majeure, les premiers textes internationaux de protection des droits de l'homme. Le problème, d'un point de vue juridique, ce sont que ces textes ne font pas l'objet d'une protection véritablement contraignante, car on va consacrer de tels textes sans consacrer l'existence d'une juridiction, pardon, sans consacrer l'existence d'une juridiction internationale chargée d'en assurer le respect. Par exemple, le DUDH en 1948, complété par le Pacte des droits civils et politiques et le Pacte des droits économiques et sociaux en 1966. Personne n'assure leur respect et ils ne sont pas contrôlés de manière juridique. La CEDH va faire toute la différence en étant dotée de sa propre juridiction. La CEDH est un accord international élaboré dans le cadre du Conseil de l'Europe. Le premier. Elle est signée en 1960, 50, pardon. Très important de retenir les dates, mais bon, pas tant que ça pour les partiels, mais on s'en branle. On s'en fiche, pardon. Oups, oups, oups. Excusez-moi pour la vulgarité, c'est très violent. Et rentre en vigueur en 1953, je me répète. L'accord international de la CEDH, élaboré dans le cadre du Conseil de l'Europe, le premier, est signé en 1950 et rentre en vigueur en 1953 pour les États qui l'auront ratifié. Pas le cas de la France. Il existe un lien fort entre les objectifs de la CEDH et les objectifs du Conseil de l'Europe. Là, sur le but, on observe ça parce qu'on cherche ici, avec cette CEDH, oui, on m'écoute toujours, c'est bien, ouais, d'assurer une protection des droits de l'homme pour atteindre l'objectif du Conseil de l'Europe, avoir une union sans cesse plus étroite entre ses membres. Ça fait écho à la protection de la démocratie et des droits de l'homme, alors notamment avec les textes du Conseil de l'Europe qui s'attardent à un objectif du Conseil de l'Europe spécifique, alors qu'ici le texte est lié à son ensemble à la création du Conseil d'État. Les droits fondamentaux ne sont pas, sauf exception des droits absolus, droits fondamentaux non absolus, on admet que certaines atteintes à ces droits doivent être conformes à la CEDH sous le respect de certaines conditions. Trois conditions à retenir. Atteinte prévue par la loi au sens large, atteinte fondée sur un objectif d'intérêt général, atteinte proportionnée. Par exemple, atteinte le droit à la vie privée, si c'est un droit, c'est un droit. Si c'était un droit absolu, il serait impossible de porter atteinte pour l'État de procéder à une moindre fichage, à la moindre conservation de données. La liberté de la presse serait donc largement limitée. On peut donc y porter une atteinte, mais pas n'importe comment. Exception, article 3, interdiction de la torture. Ouais, ouais, mais c'est bon, quoi. On est où, là? On n'est pas dans Narcos, pardon. Interdiction de la torture, des traitements inhumains ou dégradants. L'État ne peut pas justifier ce genre d'action. Et heureusement, on n'est pas chez Los Zetas ici. C'est quoi ça? On n'est pas chez les cartels. Bref, tout l'intérêt de la CEDH, c'est qu'elle va immédiatement être dotée d'un système juridictionnel de protection. Rappel. euh, oui, excusez-moi. Rappel. Oui, oui, tout l'intérêt, oui, c'est bien, excusez-moi, je me perds un petit peu.
Alors, exception, article 3, interdiction de la torture, blablabla. Tout l'intérêt de la CEDH, c'est qu'elle va immédiatement être dotée d'un système juridictionnel de protection. Rappel, État qui quitte, qui est exclu de la CED, du Conseil de l'Europe, cesse d'être partie à la CEDH. Et par exemple, la Grèce, exclusion de la Russie, février 2022. Un État qui adhère au Conseil de l'Europe doit adhérer à la CEDH à partir des années 90 et l'adhésion des États d'Europe de l'Est. La France a signé à la CEDH dès le départ, mais l'a ratifiée en 1974, à la suite de la mort de Pompidou. Elle est largement pensée par Cassin et Teigenten. Le rôle central de la Cour ODH dans l'effet intégratif de la CEDH. Ce qui fait sa spécificité et donne sa force à la CEDH, c'est qu'il s'agit d'un véritable organe juridictionnel qui va contrôler le respect de la CEDH au sein des États membres. Elle est aujourd'hui ouverte à près de 175 millions d'individus. Depuis, elle a inspiré d'autres régions dans le monde ayant créé leur propre système de protection. Le continent sud-américain, avec la Convention américaine relative aux droits de l'homme, ça c'est trop cool ça, ratifié par 25 États, c'est cool. Contrôlé par la Cour interaméricaine des droits de l'homme, c'est cool. Et le continent africain, on a la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, contrôlée par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais la survie de cette juridiction est menacée par des soucis de financement et par le fait qu'elle soit facultative et qu'un petit nombre d'États a reconnu sa compétence. Parmi ces derniers, certains ont arrêté de reconnaître cette juridiction. Bah, c'est dommage quand même, c'est hyper important. Bref. Waouh, bref. 1. Accès à la cour continuellement perfectionné. Euh, attention à bien revenir à l'intro. La cour a été pensée comme un mécanisme de protection subsidiaire. On se tourne vers la CEDH qu'après avoir épuisé les voies de recours nationales, la cour doit intervenir qu'en cas de défaillance des États. La cour est très reconnue pour les recours individuels dont elle fait l'objet. Elle peut être saisie par des particuliers, mais il y a un autre mode de saisie de la CEDH, le recours interétatique, recours introduit par un État contre un autre État au motif qui viole la CEDH. Fun fact, à l'origine, on était convaincu que le recours interétatique serait le mode de saisine principal de la CEDH. Alors que, oui, pas du tout. Oui, oui. On connaît Jean-Marie qui a volé sa baguette de pain et qui a été jugé à la Cour de cassation et qui va continuer à CEDH. Bref, je dis n'importe quoi. On continue MDR. Système initial. Il reposait sur 3 organes. Seul un était une véritable juridiction. La commission, qui était composée d'experts sur la question liée aux droits fondamentaux, donc pas une juridiction. La Cour ODH, composée d'un juge par État membre pour que toutes les cultures de l'Europe soient représentées. Et encore, le comité des ministres, un organe central du Conseil de l'Europe, ayant pour rôle de représenter les États membres, pas une juridiction, égale chargé d'assurer le respect de la CEDH. Mais il existe des limites à tout cela. Première limite, tout ne repose pas sur une véritable juridiction, car on a un organe politique, un organe technocratique. C'est bien ça, oui, excusez-moi. La deuxième limite, en ce qui concerne les particuliers, l'admission de leur recours était facultative. Un État pouvait adhérer à la CEDH sans donner le droit à ses citoyens d'opérer des recours individuels. La troisième limite est la compétence de la Cour EDH. Elle est aussi facultative. On peut ratifier la CEDH sans reconnaître la compétence de la Cour EDH. Et seuls les États pouvaient être introduits des recours interétatiques en cas d'un tel recours. Seule la Commission et ou le Comité des ministres auraient pu se prononcer sur le recours. Ce système va devoir être repensé car le recours individuel va connaître un succès totalement non anticipé, ce qui va asseoir la légitimité de la Cour ODH. Ça revient à l'exemple avec Jean-Marie là, avec sa baguette de pain. Oui, c'est le recours individuel, c'est pas vraiment le truc entre États. Bref, ce qui va asseoir la légitimité de la Cour ODH, si bien que les clauses facultatives finissent par sembler inacceptables. La Cour ODH se retrouve dépassée et le délai du contentieux va devenir inacceptable. Avant, il s'écoulait en moyenne 5 ans entre la saisine et le jugement. Les États membres du CDE, c'est-à-dire du Conseil de l'Europe, vont repenser ce système. B. Première évolution, protocole 11. Entré en vigueur en 1998, il vient modifier le système de protection de la CEDH. On retrouve plusieurs évolutions, telles que la suppression des clauses facultatives. En intégrant la CEDH, on admet nécessairement les recours individuels et les compétences de la Cour EDH, la suppression de la commission. Elle est remplacée par un comité de 3 juges, véritable juridiction, dont le but est de réduire le délai de jugement de la Cour EDH, car elle va pouvoir à l'unanimité déclarer une requête irrecevable, c'est-à-dire écarter une affaire qui à l'évidence ne sont pas recevables. Comme un premier filtre,
la dissociation du comité des ministres de la fonction de jugement, contentieux tranché par les 3 juges de la Cour EDH, il va se voir confier un autre rôle, il va devoir contrôler le respect des arrêts rendus par la Cour EDH, mais on va devoir refaire les modifications car le délai reste très long. Deuxième évolution, c'est le protocole 14. Et oui, on passe du protocole 11 au protocole 14. L'entrée en vigueur en 2010, entrée en vigueur en 2010, il vient perfectionner le système, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, ce truc? On retrouve plusieurs évolutions. Moins qu'avant, en cas de... en tout cas, moins importante. Rajout du juge unique qui va pouvoir constater l'irrecevabilité des requêtes qui sont manifestement irrecevables, plus rapide que quand on décide à 3. Plus de pouvoir au comité des 3 juges, qui va pouvoir en plus trancher l'affaire uniquement à l'unanimité, à faire plus simple, notamment quand la Cour EDH a une jurisprudence très fournie sur ce genre de situation. Modification des conditions de recevabilité des requêtes. On peut introduire une requête que si on a subi un préjudice important, et exclusion des d'un plus grand nombre d'affaires qu'avant. Des dernières évolutions. Protocole 16, entré en vigueur en 2018, il vient créer un mécanisme parce que c'est un peu difficile, hein. Un peu fatigant, mais on y va, on y va. Entré en 2018, il vient créer un mécanisme inédit. Il permet aux États qui l'ont ratifié, dont la France, de prévoir que leurs plus hautes juridictions peuvent introduire des démocraties d'avis consultatives devant la Cour EDH. En France, ce sont les plus hautes juridictions. Les plus hautes juridictions sont le Conseil d'État, la Cour de cassation, ou encore le Conseil constitutionnel. Quel est l'objectif? La logique derrière tout ça, on veut créer des mécanismes de collaboration volontaire entre les juges. Les juridictions ne sont pas obligées d'introduire une demande d'avis. L'avis rendu par la CEDH est juste consultatif. On espère juste que par ce biais, les juridictions nationales vont se poser des questions à la Cour EDH pour pouvoir trancher le litige qu'elles ont à trancher conformément à la CEDH. Et sans créer de contentieux devant la Cour EDH. Fun fact, la Cour de cassation a été la première juridiction à introduire une demande d'avis consultatif sur la question de l'état civil des enfants nés d'une GPA à l'étranger. Et pour finir, on a la modification du protocole 15, on a le protocole 15, pardon, qui est entré en vigueur en février 2022, qui est venu limiter les recours introduits devant la Cour EDH. Ah, pardon. Introduit devant la Cour EDH, car il réduit le délai de recours. Avant, le délai était de 6 mois, maintenant il est de 4 mois. Maintenant, on s'intéresse aux apports de la Cour EDH. C'est normalement presque fini, c'est la dernière page. Courage. Alors, les apports de la Cour EDH. Il faut savoir que ces apports sont le fruit de juges qui statuent de manière indépendante et impartiale. Les arrêts rendus par la Cour ODH sont contraignants, les États sont obligés de les respecter. Les arrêts de la Cour ODH, par exemple, arrêt de la Cour ODH de 1979, euh, c'est Marc KX contre Belgique. L'affaire concernait une femme belge qui avait donné naissance à une fille, Yasmine, hors mariage en 1972. Cependant, la loi belge de l'époque ne reconnaissait pas la filiation maternelle pour les enfants nés hors mariage de mère belge. Par conséquent, Yasmine ne bénéficiait pas des mêmes droits et des avantages que les enfants nés dans le cadre du mariage. Mais Madame Marc KX, tout est collé, Marc KX collé, a saisi la Cour ODH alléguant que cette discrimination fondée sur le statut marital violait l'article 8 qui garantissait le respect de la vie privée et familiale et violait l'article 14 qui garantit le principe de non-discrimination. La Cour a situé en faveur de Madame Marc KX, encore une fois tout collé, en affirmant que le refus de reconnaître la filiation maternelle pour les enfants nés hors mariage enfreignait le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la non-discrimination. Cet arrêt a un impact sensible euh, euh, sur le droit de la famille tel qu'il ressort de la législation belge. Ça a dépassé la Belgique car tous les États membres ont dû changer leur propre législation. On va pas voir toutes les jurisprudences MDR, c'est trop long, on n'a pas, le time pour ça. Ces difficultés sont réelles et concrètes. Il ne faut pas avoir une vision idéalisée du Conseil de l'Europe. La première difficulté est, là c'est très important par contre, un arrêt de la Cour EDH ne met pas fin à toutes les violations des droits fondamentaux. Il y a des États qui vont se faire sanctionner de centaines de fois par an, tels que la Russie qui a été condamnée près de 400 fois. 400 fois, bordel! En 2022, la Turquie ou encore la France condamnée 25 fois en 2022.
La deuxième difficulté est d'ordre budgétaire, car le Conseil de l'Europe dépend des contributions des États membres, chaque contribution en fonction de sa démographie, mais certains États utilisent cette participation pour faire pression sur le Conseil de l'Europe. Par exemple, la Russie contribue à la hauteur de 30 000 euros par an. C'est une blague, c'est pas beaucoup. Suite à l'annexion de la Crimée, et avait perdu son droit de représentation en 2017. Je pense que le chiffre est faux. 30 000 euros, c'est pas beaucoup pour un pays NDR. Mais bon, je pense que le chiffre est faux. Mais bon, la Russie contribuait suite à l'annexion de la Crimée et a perdu son droit de représentation en 2017. La Russie a décidé de ne plus financer le Conseil de l'Europe jusqu'en 2019 avec le retour des députés russes. Bah, si c'est pour donner 30 000 euros, bah ouais, il y a la Russie. Hein. Je pense que c'est faux le chiffre. Je pense que c'est plus 30 millions, mais on verra. La Turquie, régime politique qui se retrouve de plus en plus en marge des droits de l'homme depuis 2016, depuis 2018, la Turquie a décidé de réduire ses financements, fragilité financière qui réside dans le bon vouloir des États membres. Et la troisième difficulté est la montée en puissance du populisme sur les continents européens. On a vu ça avec l'Italie, hein, bref. Les partis politiques qui accentuent la dimension nationale, participe à une critique du Conseil de l'Europe, entité supérieure qui porterait atteinte à la souveraineté de l'État, une ambition de contestation à l'égard du Conseil de l'Europe, qui participe à une critique en profondeur du Conseil de l'Europe. Et enfin, mamma mia, on est à la dernière difficulté. Allez, il faut te dire, bon, ça fait 40 minutes que je parle. De plus en plus, la remise en cause des arrêts rendus par la Cour EDH, de plus en plus d'États qui ne respectent pas les arrêts de la Cour EDH. Et ça a toujours existé, mais le non-respect a été caché et il n'y avait pas de volonté que ça se voit. Désormais, ça se fait de manière un peu plus explicite. Car depuis 2010, les États ne respectent pas les arrêts et l'assument en plus. Ça se constate notamment dans les pays de l'Europe de l'Est, tels que la Pologne ou encore la Hongrie. Comme c'est bizarre! Mais aussi au UK, United Kingdom, au Royaume-Uni, sur la légitimité des autorités, de l'autorité des arrêts de la Cour EDH, notamment suite à l'affaire Hearst. Ces États ne remettent en cause cette autorité, sont des États qui ne désirent pas, qui désirent pas partir de ces organisations, sauf UK, United Kingdom, car ça entraîne une marginalisation et peut être trop fort politiquement, de s'écarter de la volonté d'une unité, exception de la Russie qui s'est retirée parce elle sentait qu'elle allait être exclue. Comme c'est bizarre. Voilà, merci beaucoup. C'est la fin du titre 2 sur le Conseil de l'Europe, simple organisation de coopération. Voilà, pour le reste, je vais imprimer tout ce qui reste et je vais l'apprendre comme ça. Ce fut un plaisir d'avoir fait ça en vidéo. Et merci à tous. Allez.